Alors, Bernard Bossu a eu la bonne idée de confier le rôle de modérateur à quelqu'un qui n'est pas modéré, ce qui n'est pas forcément la meilleure... Bon, c'était certainement voulu, le connaissant. Alors, jusqu'où cette flexibilité? Comme Ioannis Kapopoulos avant moi, j'ai eu mon petit réflexe de juriste en essayant de définir cette notion non juridique ou peu juridique, hein, malgré le flexible droit de Carbonnier. Et je suis moi aussi reparti à 1982. Je suis, bon, bref, tu m'as volé mon intro. C'est pas grave. Je vais réussir à me débrouiller. Cette flexibilité renvoie à la notion de souplesse. Alors, notion de souplesse nécessaire à l'entreprise. En tout cas, d'après ceux qui la réclament. Nécessaire à l'entreprise pour continuer à vivre, continuer à exister dans son environnement économique qui, par définition, est un environnement mouvant qui se modifie avec le temps. Bon, effectivement, on peut considérer qu'on n'est plus sur un modèle économique qu'on a pu connaître sur la première moitié du XXe siècle et les quelques années qui ont suivi, avec un modèle limite fordiste, hein, avec quelque chose de très stable. On a maintenant beaucoup plus de concurrence, on a la mondialisation, on a les évolutions technologiques, on a les prix, on a la concurrence, on a les demandes des clients, des entreprises qui changent beaucoup, et donc une nécessité affirmée de s'adapter à son environnement. Clairement, l'idée est simple, si l'entreprise est une structure en caoutchouc, elle peut faire face aux évolutions. Si c'est une structure en verre, dès que quelque chose va l'atteindre, elle va rompre. Elle va se briser, et si elle se brise, elle va licencier. Et l'idée de base est qu'il faut que l'entreprise vive. Alors, c'est déjà une idée économique qui peut être discutée. On peut tout à fait considérer que, économiquement, c'est peut-être mieux que les entreprises qui ne sont plus capables de faire face à leur environnement ferme, en faisant le pari que les salariés licenciés retrouveront un emploi chez les concurrents ou dans de nouvelles formes d'activité. Bon, c'est pas le choix qui est fait. Le choix qui est fait, c'est à tout prix de faire que l'entreprise ne se brise pas et qu'elle puisse répondre aux évolutions de son environnement. Alors, du coup, il faut qu'elle puisse avoir des leviers sur lesquels jouer. Ces leviers sur lesquels jouer, c'est notamment les ressources humaines. Le problème des ressources humaines, c'est que dans ressources humaines, il y a humain, et c'est ça qui est embêtant, c'est que le travail, les travailleurs ne sont pas une marchandise. C'est ça qui est embêtant. Et du coup, on ne peut pas faire ce qu'on veut avec. Et du coup, il faut protéger le salarié de ces évolutions qui vont toucher l'entreprise. Toujours avec cette idée, bien sûr, que le travail n'est pas une marchandise, ce qui est parfois un petit peu oublié par certains. Donc toute la question va être de trouver un équilibre entre cette nécessaire souplesse et cette nécessaire protection parallèle du travailleur. Alors effectivement, cette souplesse, elle est vieille. Elle est aussi vieille que moi, finalement, après ma recherche qui m'a fait arriver aux années 80. Et depuis 80, il y a quand même eu pas mal de choses qui ont été faites. Et là, je vais me tourner vers nos deux syndicalistes qui vont très certainement pouvoir nous parler de cette flexibilité qui a déjà eu lieu. La flexibilité, elle est demandée depuis 82, mais elle a déjà été prise en compte, en partie, par les gouvernements successifs, de gauche ou de droite, d'ailleurs. On a beaucoup travaillé sur le temps de travail. On a apporté beaucoup de souplesse sur le temps de travail. On a apporté beaucoup de souplesse sur la rupture du contrat de travail. On a libéré le licenciement économique quand on a écarté l'autorisation administrative de licenciement. Grosse demande du patronat dans les années 80. On a
côté jurisprudence, validé un certain nombre de clauses contractuelles qui permettaient d'assouplir la résistance que donnait le contrat de travail. Alors, la première question que j'ai envie de poser, c'est justement sur ce ressenti, sur le concret dans l'entreprise. Comment, jusqu'à maintenant, et on verra ce qui se passe aujourd'hui juste après, comment a été ressenti, comment a été vécu, comment a marché ou pas cette flexibilité jusqu'à maintenant, depuis bientôt 40 ans, allez, on va dire 30, je ne vais pas trop me vieillir, depuis 30 ans qu'on la met en place, qu'on la reconnaît, qu'on fait entrer en vigueur des dispositifs qui permettent justement aux partenaires sociaux, à la suite d'un dialogue, ou même unilatéralement, de partir sur quelque chose de plus souple, qui convient mieux à la situation concrète de l'entreprise. Donc ce sera peut-être ma première question sur votre ressenti sur les flexibilités qui ont déjà pu être mises en place jusqu'à maintenant. Je ne sais pas lequel d'entre vous... Bonjour, je m'appelle Jean-Marc Bécourt, je suis délégué syndical régional à l'AFPA, qui est l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes, et je suis aussi un des secrétaires nationaux de ce syndicat. Moi, ce que je voudrais dire d'abord, après une journée assez dense, hein, comme vous tous, j'ai essayé de mettre beaucoup d'attention en fait, aux différentes interventions. Je vais commencer par quelque chose qui serait peut-être de l'ordre d'un cadre et d'un ressenti, mais actuellement, suite aux ordonnances. C'était un peu ce que moi j'avais compris comme commande aussi de ce point de vue-là. Et vous dire que c'est vrai qu'on est en train de vivre un virage qui est indéniable. Là, ça s'accélère. Probablement, en tout cas, une mise à mal des syndicats, ça c'est OK pour tout le monde. Mais derrière, ce que je retiens, au-delà de la cassure qui va se passer dans les semaines qui viennent, je prends simplement l'exemple de mon entreprise, où, bon, même si elle est en restructuration permanente depuis quelques années, dans des difficultés bien spécifiques, on voit bien en fait une rupture avec le DRH national sur les possibilités de mise en place de ce fameux CSE qui va changer la donne complète. L'AFPA, c'était une association tripartite qui a été construite par les partenaires sociaux à la sortie de la guerre. Les partenaires sociaux ont toujours eu une place importante, prépondérante dans sa gestion. Et depuis quelque temps, même si paradoxalement on est passé en épique en début d'année, on se trouve dans une difficulté où il n'y a plus de place. Certes, la gouvernance du conseil d'administration et surtout celle de Bercy, etc., enfin je vais vous passer les détails, mais derrière on se rend compte qu'il y a un arrêt total de négociation depuis de nombreux mois. On s'en inquiète d'autant plus qu'on devait être en élection professionnelle depuis un certain temps, qu'on n'y est pas, on y passera l'année prochaine, avec des intérêts partagés tout de suite par le DRH depuis le mois de juin. Il avait probablement des clés de lecture différentes des nôtres, un peu avant tout le monde. Il avait déjà compris les intérêts pour lui de réduire le nombre d'ETP, enfin les équivalents temps plein, le nombre de personnels, d'élus. Un simple exemple, dans la région du Nord-Pas-de-Calais et celle des Hauts-de-France demain, il y a encore jusqu'à présent à peu près une centaine d'élus, donc DP, CHSCT, CE, etc. Demain, si on reste sur les bases du CSE, on va se retrouver avec 14 élus. Alors vous comprenez vite en fait l'intérêt pour une direction de dire on réduit tout ça et puis on pourra avancer en fait dans notre cheminement. Alors pourquoi je disais ça dans un premier temps? Parce que même si c'est une voie inéluctable quelque part, et dans la presse encore récemment, Laurent Berger disait très clairement, oui, il y a un vrai danger pour l'avenir des syndicats tels qu'ils sont aujourd'hui, mais moi je reste persuadé sur le fond, de toute façon, même si les syndicats en tant que tels disparaissent, on l'a entendu ce matin, avec la problématique du conseil d'entreprise, etc. Enfin bref, on voit bien que la négociation est en train de glisser. Les salariés, les travailleurs seront d'une manière ou d'une autre mobilisés pour repartir dans un sens de représentation et de défense de leurs intérêts. Je dis ça parce que je suis arrivé ici aussi grâce à l'intermédiaire de Muriel qui donc gère aussi l'IREO, qui est l'Institut régional d'éducation ouvrière. Et cette dimension-là est quand même fondamentale. C'est pourquoi aussi je témoigne aujourd'hui. C'est depuis ce matin, on a des échos en fait juridiques, de droit et tout, et je vous en remercie. Mais le délégué syndical, c'est aussi quelque part celui qui a à la fois des connaissances sur le droit, mais aussi il faut avoir un peu de psychologie, savoir écouter, savoir accompagner, savoir bref. Et donc rapidement, si je projette par rapport à mon entreprise, demain, tout ça, ça va disparaître. C'est sur un territoire comme des Hauts-de-France, avec une quinzaine d'établissements, il n'y aura plus de relais, il n'y aura plus ce quotidien
avec un danger majeur pour l'entreprise, c'est la cassure. Parce qu'aujourd'hui, en fait, les organisations syndicales, les représentants du personnel en général, sont aussi là des amortisseurs. Ce sont aussi des gens qui facilitent ou qui évitent les problématiques un peu plus graves parfois en fait de s'exprimer. Voilà, je ne réponds peut-être pas à votre demande, mais c'est ce que je voulais dire en introduction, en tout cas de ce point de vue-là. Moi, Delahaye Daniel, je suis délégué central Force ouvrière pour le groupe Cora. Ce que je dirais sur la flexibilité, ouais, ça fait des années qu'on la voit, que les employeurs nous la demandent. Ils l'ont bien obtenu avec les 35 heures, c'est clair. La contrepartie des 35 heures, ça a été la flexibilité et les salaires qui n'ont pas bougé pendant quelques années. Ensuite, tout au long de l'année, on nous parle de chiffres, tout va mal, tout va mal. Et en gros, cette loi, c'est libérer, délivrer les entreprises. C'est pas libérer, délivrer les salariés, c'est on leur met un carcan de plus et on leur dit tout va mal, adaptez-vous. Adaptez-vous à l'entreprise. Sur le reste de la négociation, il faut partir sur un principe simple, il faut être deux pour négocier. Si on n'est pas deux, on n'arrivera à rien. Et la seule fois où on a eu la force de négocier, c'est les 35 heures. Parce qu'il fallait une signature à l'employeur. Là, on a pu négocier réellement d'égal à égal. En dehors de ça, n'oubliez pas que les salariés sont des subordonnés. Le délégué ou celui qui négocie est subordonné. Il n'a que pendant son mandat où il n'est pas subordonné, donc on va dire qu'il peut négocier, mais dès qu'il sort de la salle de réunion, il est subordonné. Donc on met en place un CSE, et on va dire à des gens qui ne sont pas formés. Moi, je remercie les Réaux, depuis des années, je me forme. Je suis à peu près, on va dire, opérationnel pour discuter avec des DRH. Je rappellerai que, comme vous l'avez dit, les RH, c'est ressources humaines, on oublie social. On estime que l'humain est une ressource. On ne dit pas l'humain est sociable. On va essayer d'éviter pour les salariés. Tout à l'heure, j'ai entendu l'avocat des employeurs qui disait « Vous comprenez, l'employeur, un licenciement économique, il faut qu'il reclasse tout le monde, c'est impossible. Il est au bord de la rupture. Mais le salarié, il est au bord de la rupture aussi. Il peut se retrouver le lendemain à la rue. Donc je pense qu'il faut toujours être deux pour négocier et il faut, à un moment, essayer. J'aimerais bien que les DRH s'appellent DRH et sociables, qui pensent aussi au social. Voilà. Donc sur la flexibilité, je ne peux pas vous dire plus. Dans chaque entreprise, on négocie et c'est toujours le rapport de force, le nombre de voix que vous avez obtenu à vos élections qui fera un peu pencher la balance pour les salariés. Et là, 46 heures, 60 heures par semaine, bon, on peut aller partout, quoi. Bientôt, on va nous demander de faire 80 heures parce que l'entreprise va mal. C'est pas grave, allez-y. Vous comprenez, ça va mal. Oui, bah oui. Puis après, on vous dira, le SMIC roumain, il y a 400 €. Bah, vous ne plaignez pas, vous êtes à 1100. On va vous mettre à 900. Voilà, on peut aller dans tous les dérives. Alors, c'est intéressant de voir le rôle de tampon qui a été évoqué sur le représentant syndical, et forcément un petit peu la disparition, enfin au moins l'effacement progressif de cette fonction. C'est aussi intéressant de voir comment on négocie. C'est intéressant de voir, notamment sur le deuxième témoignage, de voir que concrètement, la négociation se passe bien quand il y a des choses à négocier des deux côtés. C'est-à-dire quand il y a un besoin d'un côté qui peut être échangé contre quelque chose de l'autre. Et ça, c'est un petit peu l'effort qui est tenté d'essayer de mettre des choses dans la balance. Bah, vous avez l'intérêt de l'entreprise, l'intérêt du salarié qui voit son délégué, donc c'est juste individuel, c'est son intérêt à lui de salarié. Vous avez l'intérêt collectif. Le délégué doit se placer sur l'intérêt collectif des salariés, de tout l'ensemble de l'entreprise. L'entreprise, elle se place que sur son intérêt. Donc nous, c'est vrai qu'on peut essayer de faire le rôle de médiateur social. Si l'entreprise veut aussi nous donner un peu de pain, un peu quelque chose. Si elle ne veut pas donner, qu'elle se borne à dire « moi, il faut que j'avance et ça, je supprime parce que c'est comme ça et c'est pas autrement », vous arrivez autour de la table de négociation, vous savez que déjà, vous allez repartir. Parce que vous n'aurez rien. Parce que c'est pas une négociation. Parce que c'est juste une obligation de négocier. C'est une obligation de venir à 3 réunions. Voilà, on vient tous avec notre petite sacoche, on est tous contents, on repart et on n'a rien obtenu. Alors on doit faire le tampon, on doit essayer d'expliquer le collectif aux salariés qui, lui, ne voit que son individualisme. Le salarié tout seul, il travaille pour lui, l'intérêt collectif, ça ne le regarde pas. Lui, il dit, moi, tant que j'ai un travail, pourquoi on va me demander de finir à minuit alors que je finis à 9h aujourd'hui ? Quel est mon intérêt à moi personnel ? Donc c'est là où vous avez soit du dialogue,
soit on vous respecte en tant que délégué parce que vous avez fait vos preuves, mais maintenant on va vous dire au bout de 3 mandats, rentrez dans les rangs, repartez à votre boulot. Donc quelque part on nous dit on veut ouvrir le dialogue social, on veut former les délégués, on veut donner un statut aux délégués, à ceux qui négocient, mais on leur dit vous avez que 3 mandats pour le faire. C'est un contresens. Un salarié à la base il n'a pas fait de droit, il n'a rien fait. Moi j'étais fromager. Je me retrouve dans la grande distribution à mettre des boîtes de conserve. J'ai jamais fait de droit dans ma vie. C'est pas en 3 mandats que j'aurais pu apprendre le droit. Et heureusement qu'il y a des trucs comme l'IREO. Parce que sinon, on ferait quoi? Concrètement, on a un problème d'ouverture vers la négociation. On a un problème de reconnaissance aussi bien du côté syndicalisme, il y en a qui sont très 19e siècle, et il y en a autant chez les patrons qui sont 19e siècle. Vous en avez des deux côtés. Il n'y a pas que les délégués syndicaux qui sont arriérés. Hein. Ça, oui. Je vais vous dire. Il y a effectivement un côté caricature qui ressort assez fréquemment. Ça, on ne peut pas le nier. Alors, d'un point de vue plus économique, peut-être, on a cet ensemble de réformes depuis le début des années 80. On a cette réforme aujourd'hui. Est-ce que c'est encore vraiment une réforme et non pas la poursuite de ce qui se passe depuis un moment? Concrètement, comment s'inscrit cette nouvelle intervention dans l'historique de la flexibilité en France? Alors, tout d'abord, je voudrais remercier tous les intervenants dans la journée, parce que, étant pas juriste du tout, j'ai bien apprécié les efforts qui avaient été faits, notamment de pédagogie par la plupart d'entre eux, ce qui m'ont permis d'attraper quelques éléments au cours de la journée. Ensuite, pour répondre à la question, je voudrais reprendre quelques termes qui ont été employés ici et faire un peu des ponts, notamment dans votre introduction, sur cette idée qu'on a une transformation de l'économie qui justifierait du coup cette question de la flexibilité, c'est-à-dire que la flexibilité est justifiée par une économie qui se transforme. Il faut faire attention quand on dit l'économie se transforme, parce que il y a le fait économique, c'est-à-dire les pratiques des gens, nos pratiques de consommateurs, nos pratiques de producteurs, nos attentes en tant qu'individus, qui, elles, se transforment effectivement. Et puis, il y a ensuite, on va dire, les praticiens de l'économie, parce que c'était assez drôle de toujours vous entendre parler de praticiens et puis d'autres, mais des praticiens de l'économie, qui seraient notamment les entreprises, mais je dirais, en fait, tous ceux qui sont embarqués dans la production, qui, eux, ont des schémas de pensée, une manière de penser l'économie qui, elle, n'a pas varié de la même manière. C'est-à-dire qu'on pense quand même toujours l'économie de la même manière que dans les années 80, ou voire même très 19e siècle par moment, c'est-à-dire qu'on a toujours une idée d'une économie où les questions d'ailleurs derrière de la stabilité, de la capacité à anticiper, de s'ajuster à l'environnement, tout ça, c'est des questions qui sont présentes en économie depuis Adam Smith, quoi. Enfin, ça fait quand même un petit moment qu'on a ce type de questions, ou d'une productivité qui est attachée à la capacité à ajuster le bon volume de ressources au bon volume de production. Donc on a un regard de l'économie qui est très lié à un regard très industriel, et qui se traduit d'ailleurs notamment dans les débats qu'on a autour de cette loi, de ces ordonnances, Macron, mais comme autour de la loi El Khomri. Si vous regardez mes collègues économistes qui interviennent sur les plateaux de télé, ils parlent assez rarement d'ailleurs des transformations du travail en tant qu'activité, qui lui s'est beaucoup transformé. On voit bien que le travail d'aujourd'hui, c'est pas le même justement que celui qu'on pouvait trouver au XIXe siècle. Par contre, on parle toujours d'une branche qui est plutôt l'économie de l'emploi, c'est-à-dire quel effet ça va avoir de flexibiliser, d'assouplir le contrat de travail ou les conditions de recours au travail sur la masse, le volume des emplois. Mais jamais on ne parle de l'adaptation des règles qui régissent le travail avec les enjeux de l'économie d'aujourd'hui. Parce que les enjeux de l'économie d'aujourd'hui, par exemple, c'est comment on permet aux salariés de répondre à une clientèle qui se transforme. Comment on permet aux salariés, notamment, de s'appuyer sur leur expérience pour définir la valeur qu'eux produisent et, du coup, s'équiper
face à cette valeur. Sachant que la demande, si je prends un domaine comme la distribution, les gens que vous rencontrez en distribution, le client, il est omniprésent avec vous. Et donc, on se retrouve dans une obligation de travailler en direct, à la fois avec les règles de l'entreprise, mais aussi avec les exigences d'un client qui, lui, n'a pas à les connaître. Et ça demande, y compris, une implication très forte des salariés. Et ça demande une maîtrise très forte de la part des salariés, de tout ce qu'on a appelé la culture d'entreprise, l'image de l'entreprise, la doctrine, on pourrait dire, de l'entreprise, qui devient une ressource très forte. Et de ce point de vue-là, par exemple, la flexibilité au sens d'une manière de gérer à la commande un peu tous les salariés qu'on aurait besoin d'avoir, c'est presque antinomique avec le fait que pour construire ce type de doctrine d'entreprise, il y a besoin de stabilité. C'est-à-dire qu'y compris pour que les gens s'engagent, on parlait du pari de la confiance, dont parlait Macron, pour que les gens s'engagent et qu'il y ait un pari de la confiance, il faut aussi qu'il n'y ait pas la crainte. Parce qu'on ne s'engage pas si on est dans un truc où on est mis dans une situation de flexibilisation extrême de sa situation en tant que travailleur, qui en fait convient très bien si on est dans les travaux industriels, où en gros ce que j'ai besoin c'est des bras pour mettre derrière une machine. Alors quand bien même ça ne s'appliquerait pas complètement comme ça, mais quand on est dans des activités plus de services, avec plus de flexibilité, où les procédures et l'exigence de qualité, c'est-à-dire même dans les entreprises industrielles, les exigences de qualité, de contrôle, la connaissance que vous devez avoir du mode de fonctionnement de votre atelier, tout ça, ça ne se construit pas en un claquement de doigts. Et donc, on peut penser qu'en ajustant les quantités d'emploi, ça va aller beaucoup mieux, mais quand même, on se met en risque vis-à-vis de cette construction un peu durable du rapport. On parlait de relations sociales dans une des premières interventions, du rapport entre les personnes au travail et l'entreprise. Et je pense que là, c'est parce qu'on se trompe un peu sur le pourquoi l'économie va mal. Parce qu'on est dans une lecture où l'économie va mal, ou irait mal, pour des raisons de concurrence internationale, de manque d'investissement dans les capacités de production, etc. L'économie va mal d'abord parce qu'il en est fini de ce modèle industriel dans lequel on imagine la croissance par une augmentation indéfinie des volumes. On sait que c'est plus possible. Et d'ailleurs, ça ne nous est plus demandé du côté des consommateurs. Donc ça n'est plus demandé, ce type de perspective. Et en fait, ceux qui sont les acteurs économiques d'aujourd'hui sont toujours dans cette perspective. Ils sont juste, en gros, confrontés à l'impasse de ce modèle économique. Et donc, moi, l'interrogation que j'ai vis-à-vis de ces ordonnances Macron, je ne rentre pas dans le droit, parce que ce n'est pas du tout mon domaine de compétence, c'est en quoi ces ordonnances, elles sont porteuses d'un autre type de lecture de l'économie et d'une autre manière, justement, d'aborder les règles qui doivent régir l'activité économique en phase avec une nouvelle manière de faire de l'économie. Et pour le coup, de ce que j'ai entendu aujourd'hui, je ne suis pas complètement convaincu que de ce point de vue-là, il y ait une rupture avec les autres mesures. C'est-à-dire qu'on est plutôt dans la continuité d'un sillon qui est quand même engagé depuis, vous l'avez dit, un peu plus de 30 ans. Je suis comme vous, je préfère 30 que 40, quand on se base dans les débuts des années 80. Donc un sillon qui est engagé depuis quand même un certain temps, qui prouve quelque part un peu son inefficacité sur les questions d'emploi. Et on n'arrive pas, en fait, ça ne résout pas les questions d'emploi. Et surtout, ça ne résout pas la question encore plus centrale, qui est celle de quelle perspective économique. Parce que ça ne la pose pas. Ça isole le droit comme si le droit n'avait pas à se mêler des affaires d'économie. Et votre intervention, et notamment vous avez nommé 2 de vos collègues qui travaillent à cette conjonction, je trouve que c'est essentiel de savoir d'abord, c'est quoi le travail qu'on doit réguler. On parle du temps de travail, mais entre le travail d'aujourd'hui, qu'on ramène chez soi, qu'on a à la maison en permanence, où on travaille en dehors, où on est interpellable tout le temps par les SMS, le smartphone, etc. Et le travail d'il y a quelques années, il y a quand même beaucoup de différences, et y compris sur le contenu et sur cette question du temps de travail, par exemple. Alors, concrètement, on se retrouve du coup beaucoup plus avec une flexibilité marchande, c'est-à-dire sur le prix de la main-d'œuvre, sur le volume de cette main-d'œuvre, sur le temps de travail, et beaucoup moins sur une flexibilité qualitative, sur la compétence de l'humain. Quelles pourraient être les pistes pour partir dans cette direction-là, pour essayer? Pas de raison de ne pas essayer un autre type
de flexibilité plus qualitative que quantitative, si la quantitative ne fonctionne pas? Alors, pour le coup, moi, je ne peux pas me faire apprenti chimiste en droit et dire ce que devraient être les règles de droit pour demain. Je pense que ça, c'est devant nous, ce type de chantier. D'ailleurs, moi, c'était l'intérêt de venir dans un espace comme celui-ci. C'est notamment de me mettre un peu à la page sur les questions juridiques pour aussi pouvoir ensuite dialoguer, discuter avec des gens dont c'est plus le domaine de compétence. Mais je pense que sur cette question de la flexibilité, c'est quand même une flexibilité qui fait comme si on n'avait pas en face de soi des personnes avec une histoire particulière et dans laquelle la durée, la relation professionnelle, elle était aussi à l'origine d'économies, par exemple. Quand vous avez une maîtrise de votre outil de production, quand vous avez une maîtrise par une sorte d'économie d'adoption de votre espace de travail, vous gagnez du temps. Et donc, c'est une fausse économie que de penser qu'on va ajuster l'emploi quelque part à chaque fois au cordeau et sur des fonctions de production directes, comme on dirait un peu du côté des gestionnaires. Comme s'il n'y avait pas d'intérêt à avoir de la durée dans la relation de travail. Alors qu'en fait, quand on est dans des relations, dans une économie beaucoup plus servicielle, ce qui est le cas d'aujourd'hui, c'est aussi un levier incroyablement plus mobilisable de performance que cette capacité à connaître son client, que cette capacité, y compris à déceler chez lui des demandes qu'il a y compris du mal à formuler. Et ça demande du temps pour le faire. Alors, on peut se dire qu'on ramènerait l'activité économique et donc le recours à l'emploi à quelques opérations techniques. Par exemple, j'ai besoin de quelqu'un pour mettre des boîtes de conserve dans les rayons. On prend quelqu'un juste le temps où on met les boîtes de conserve dans les rayons. Mais il y a toute l'épaisseur, on va dire, immatérielle de ce travail. C'est-à-dire la compréhension de comment ça fonctionne. Comment il fonctionne mon collègue? Comment, y compris, il y a des choses qui ne sont pas prévues qui émergent dans le travail. Parce qu'il y a des choses pas prévues qui émergent. On ne peut pas s'en tenir uniquement au plan. Et de ce point de vue-là, je ne sais pas si c'est un très bon calcul que d'imaginer que, en gros, l'avenir, c'est d'encore plus avoir recours à cette flexibilité sous forme de, justement, de limiter l'engagement des salariés à une dimension très contractuelle. Alors qu'en même temps, on leur demande, dans la nature de l'activité même, on leur demande de l'engagement, et de l'engagement qui vient bien au-delà du contrat. Donc, je trouve qu'il y a un mouvement un peu antinomique de cette affaire-là, et on voit que le côté du droit, en tout cas de ce que j'en ai compris aujourd'hui, se replie beaucoup sur les questions de l'engagement contractuel, et on voit la complexification que va amener ces ordonnances de ce point de vue-là, c'est-à-dire des règles de plus en plus précises, cadrant, bordant vraiment la relation de travail, et en même temps, quid de l'effet sur l'engagement très concret des personnes à déborder leurs fonctions. Parce qu'on en a besoin tous les jours dans les entreprises que les gens débordent leurs fonctions. Alors, du coup, je m'adresse au tampon, au médiateur. En gros, c'est de dire le salarié, il doit avoir l'esprit, la culture de l'entreprise, il doit s'investir. À la base, c'est beau. C'est beau. Mais vous savez, quand vous remplissez un rayon tous les jours, à la fin, la culture de l'entreprise, au bout de 2-3 ans, ça ne marche plus. Vous pouvez, au début, c'est un peu... Je vais prendre un exemple un peu retors. Un chien, soit vous le menez au bâton, mais à un moment, il risque de vous mordre, soit avec un peu de jeu, un peu de friandise, il va vous suivre. Donnant. Je veux dire, je comprends votre point de vue de l'économie, mais je vais rejoindre Yanis là-dessus. La branche, on l'a shootée. Ce qui régulait un peu la concurrence à tout le monde dans le même secteur d'activité, on l'a shooté. C'est-à-dire que moi, si je prends les hypermarchés, très simplement, on avait maintenu l'emploi dans les supermarchés et les supérettes parce qu'elles ouvraient le dimanche. L'emploi était maintenu dans ce genre de magasin. On a donné l'ouverture, une plus grande flexibilité aux hypermarchés qui maintenant ont tendance à ouvrir tous le dimanche matin. Qu'est-ce qui se passe dans les supermarchés et les supérettes? On licencie. C'est-à-dire qu'à force de vouloir libérer, on est en train de tuer de l'emploi. Parce que tout en haut, il n'y a personne qui régule. Parce qu'on vient dire à l'entreprise, c'est toi qui vas négocier pour ton entreprise. Ce qui veut dire que si demain, Deviane fait un accord en disant on va ouvrir tous les dimanches matins, oui, Deviane, les 6 premiers mois, la première année, il va faire du chiffre. Sauf que son concurrent, il va dire je vais faire un accord, on va ouvrir le dimanche. Puis tant qu'à faire, comme Deviane, il ouvre que le dimanche matin, moi je vais ouvrir le dimanche après-midi. Voilà. Et après, tout d'un coup, Deviane va dire je fais plus de chiffre, il faut que j'en shoote 2, voire 3.
Et après, on revient au reclassement. Ben, je ne reclasse pas parce que combien ça me coûte 8 mois. Ok, ça me coûte 8 mois, mais je ne l'ai plus. Ok, je la shoot. C'est ça la réalité du terrain. La réalité du terrain, c'est que entre l'esprit, la culture de l'entreprise, que tout salarié qui rentre dans une entreprise va l'avoir parce qu'il va vouloir monter, progresser, essayer d'évoluer dans l'entreprise. Mais à un moment, quand il se rend compte que c'est bloqué, qu'il n'aura rien de plus, il va faire son taf, il va pointer, il va se barrer. Alors l'économie, oui, moi... je dirais que l'entreprise, ce que je vois, pour ma part, après c'est peut-être plus ma réflexion sociale, c'est que la société est au service des entreprises. Et tant que les entreprises ne seront pas au service de la société, l'écologie, l'humain, vous ne le réglerez pas. Vous ne le réglerez pas. Non, mais je pense que vous avez complètement raison. Mon propos, c'était pas de dire que il fallait absolument tous rentrer dans l'idée de d'une culture d'entreprise. C'est de dire que on ne peut pas traiter de manière séparée, je pense, les questions des règles qui sont afférentes au travail et le contenu de ce travail, c'est-à-dire y compris le sens économique que ça a. Et notamment, quand on voit l'extension du temps d'ouverture, c'est parce qu'en fait, ça s'essouffle, les supermarchés. Et ils s'essoufflent notamment parce que les modes de consommation changent. Ils s'essoufflent aussi parce qu'en fait, quand on regarde le modèle économique d'un supermarché, il est tout bête. C'est pour faire du chiffre, il faut que je fasse des économies d'échelle, donc il faut que j'ai la plus grande surface possible. Il faut que je capte le plus de clients possible. Et puis donc, il faut que j'ouvre le plus longtemps possible. Mais comme tout le monde a le même type de raisonnement, le voisin, il fait pareil. Après, on dit, ah oui, mais donc il faut que je vende encore moins cher. Donc il faut que je tire encore plus les coûts. Donc il faut que je supprime les salariés dont je n'ai pas besoin. Et donc on réduit les magasiniers, on rationalise. On avait 4 centrales d'achat, on n'en fait plus que 3, puis plus que 2. Et puis, cette tendance, elle nous mène à l'impasse. C'est-à-dire que de toute manière, elle conduit à ce qu'à un moment, on ne pourra pas avoir un seul supermarché en France de taille gigantesque. On aura forcément une tension comme ça qui fera que soit il n'en reste plus qu'un, et qui sera dans un modèle qu'on sait en plus peu vertueux d'un point de vue environnemental. Mais ça, on ne choisit pas. La contrainte environnementale, ce n'est pas une contrainte où on se dit je vais la prendre en compte ou je la laisse de côté. Là, en fait, vous avez encore eu l'appel des 15 000 scientifiques qui était rappelé ce matin ici, pas ce matin ici, mais l'appel des 15 000 scientifiques sur justement les effets qui arrivent. Cela, tout le monde va y être confronté. Et qu'on ait le choix ou pas, qu'on ait voulu le prendre en compte ou pas, on y sera de toute manière confronté. Donc la question de la contrainte environnementale, on peut la laisser de côté, elle va revenir de toute manière en boomerang. Et mon propos, c'est de dire que le modèle économique aujourd'hui dominant des entreprises, il a des conséquences assez mauvaises du point de vue environnemental et de pire en pire du point de vue environnemental. Socialement, il ne fait pas l'affaire, puisqu'on a des tas de personnes sur le carreau, y compris en termes d'emploi. Et la tendance, c'est pas qu'il y en ait moins, on le voit. Enfin, aujourd'hui, on ne crée pas des emplois comme ça. Hein. Et ensuite, on a un truc où, y compris dans les entreprises, économiquement, ça amène à une concurrence qui devient exacerbée et qui conduit en fait à plus de difficultés économiques encore. Et donc, on est dans un modèle qui va dans le mur. C'est le modèle économique général qui va dans le mur. Et en plus, on est dans un truc où les attentes des gens, des consommateurs, hein, nous tous, c'est de l'attention, c'est du service personnalisé, etc. Et il y a encore plus d'incapacité de ce modèle dominant à rendre ce type de service. Quand on intensifie le travail dans un supermarché, on peut vous dire, hein, la règle, c'est le client est roi, il faut lui répondre quand il vous parle. Mais si vous aviez au début un rayon à faire, puis 2, puis 3, puis 4, et puis on vous dit il faut le faire, mais il faut te dépêcher, vous ne rendez plus le service. Regardez ce qui s'est passé par exemple, dans les EHPAD, où on dit les gens ont 3 minutes pour lever, coucher les personnes. Bien sûr, on va leur dire attention, il y a l'injonction de ne pas faire de maltraitance. Bah oui, mais il y a en même temps l'injonction économique de traiter 40 patients en 1 heure. Donc moi, j'en fais quoi de cette injonction? Et donc, ce modèle industriel, pour moi, c'est celui-là qui arrive au bout de la démarche. Et la question que je poserais aux juristes, c'est en quoi les règles de droit, elles sont là, enfin, elles accompagnent du coup un mouvement qui est celui de la poursuite de ce modèle industriel, ou les ordonnances, est-ce que c'est une rupture au sens de ça a une volonté d'impulser un autre type de modèle économique? Et c'est pour moi une question qui devrait être le cœur de cette affaire-là. Parce que l'ambition de régler les problèmes d'emploi, etc., ils ne se régleront que si on va dans un modèle économique qui a comme perspective de résoudre les problèmes de l'économie.
et qui sont des problèmes qui sont liés à la conception que l'on a aujourd'hui, qui est toujours une conception très industrielle. Mais ça, je reviendrai peut-être un peu après sur... Ouais, Non, je crois qu'on va devoir... Ok, bon, on verra. Alors, bon, manifestement, la confiance ne va pas être établie avec un système de flexicurité, de flexisécurité, dans laquelle, finalement, celui qui bénéficie de la flexibilité bénéficie aussi de la sécurité, en lui assurant une sécurisation de la rupture du contrat de travail, en lui assurant une limitation des recours au juge en limitant les temps de prescription, et en assurant également à l'entreprise, finalement, une limitation du coût de la violation de la loi. Manifestement, cette confiance du salarié en l'entreprise, qui peut marcher les premières années, risque pas de s'établir avec les nouvelles règles. Non, non. Quand on voit on est ce qui est d'accord. arrivé au prud'homme, non. Il n'y aura pas, la confiance, elle va s'étioler. Elle s'étiolera de plus en plus, de toute façon. Au vu des règles qui sont imposées maintenant par entreprise. Là où il y a, je ne vais pas dire un rapport de force, j'aime pas dire ça, là où il y a un dialogue installé, et encore, il ne faut quand même pas oublier que tous les 4 ans, il faut remettre le couvert, il faut repasser aux élections. Vous aurez, oui, peut-être des avancées sociales, et l'employeur va y retrouver son compte, et les salariés vont y retrouver son compte. Mais quand ça va mal pour tout le monde, hein, aussi bien pour l'employeur que pour les salariés. Hein. Et je pense que la flexibilité, moi, on y est au bout. Hein. On ne pourra pas ouvrir 24 heures sur 24. Hein. Ou en tout cas, pas sur le bon modèle de flexibilité. Bernard ? Voilà, je vais remercier donc tous les intervenants et participants à cette table ronde. Donc j'ai décourté un petit peu, et pourtant c'est passionnant, et c'est vrai que, mais on aura peut-être l'occasion de revenir sur un certain nombre de choses, et un certain nombre de débats. Je vous remercie tous, et puis bien sûr notre animateur, hein, Julien Cortot.